à apprendre beaucoup de choses. Alors, ah d'accord, ça a été éteint. Alors, j'ai dit que on va faire les choses selon des formes, des cas cliniques et je préfère aussi, si vous avez des questions, qu'on les pose au fur et à mesure ou je regarde les discussions ou on laisse pour après, Pascaline. Désolée, mon micro était muté D'accord. à cause de l'enregistrement. Oui, oui, pas de souci. Idéalement, bon, c'est à votre convenance, mais idéalement, Très bien. on fait la formation pendant une durée D'accord. de 45 à 1 heure en fonction de tout ce que vous Très avez bien. envie de nous donner sur la thématique. D'accord. Et Très puis bien. après, on passe à la phase modérée des questions et réponses. Ok, Et ça marche. généralement, c'est des séries de 5 personnes qui posent des questions. Ils se présentent, posent des questions. Puis après, je vous D'accord. redonne la parole pour répondre. Très bien. Voilà, Ça marche. On habituellement. va Mais c'est faire à vous comme de ça. voir ce qui vous arrange. OK, d'accord. Ça marche. On va faire comme ça. Alors, on va commencer. Il faut que ça marche. Voilà. D'abord, je déclare qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt et que je fais cette séance purement pour le partage et pour collaborer, comme le slogan de ce réseau magnifique d'échange. Alors, on va commencer par ce premier cas. D'accord. Ça sera sous forme d'images échographiques. On va essayer d'interpréter ensemble ces images échographiques au fur et à mesure et apprendre à chaque fois les signes qu'il faut. Alors, ces deux images échographiques, comme vous voyez, du même malade, on voit très bien ici la vésicule biliaire, on voit l'épaississement de la paroi, on voit ici la paroi qui est épaissie, vous voyez ici. On voit la présence de cette lithiase ici, qui est sous forme d'une formation hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur noir franc ici. Et on voit le contenu, si vous voyez un peu le contenu, on voit qu'il y a un niveau liquide-liquide avec une partie liquidienne qui est un peu plus blanche et ici une partie qui est transsonore. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le sludge, d'accord? Parce que c'est de la bile qui est épaisse. Et donc, quand on a ces signes-là, ça veut dire l'épaississement de la paroi vésiculaire, la présence d'une lithiase vésiculaire ici, ça nous permet déjà de poser le diagnostic d'une cholécystite aiguë, simple, parce qu'on n'a pas les signes de complications qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, je commence par ce premier cas qui est très facile et qui est assez fréquent. Et on passe au deuxième. Là, c'est juste pour vous montrer la différence entre une cholécystite qui est une cholécystite et un aspect de vésicule biliaire qui est normal. Donc, vous voyez ici la vésicule biliaire, elle est vraiment la paroi est très fine. Le contenu, vous voyez, il est complètement noir et transsonore. Il n'y a pas de formation à l'intérieur. Et si on zoome sur cette partie de la paroi vésiculaire, on voit que la paroi est vraiment fine. Fine, ça veut dire qu'elle ne dépasse pas 3 mm. On revient à notre cas. Quand est-ce qu'on parle d'une cholécystite aiguë lithiasique? Quand on a la présence de ces différents signes. On voit ici, regardez, on a l'épaississement de la paroi vésiculaire qui dépasse 3 mm, c'est important. On a la distension de la vésicule biliaire et on prend le diamètre ici transversal, qui est celui-là, qui doit être supérieur à 4 cm. D'accord? La présence d'une lithiase vésiculaire. La lithiase est sous forme d'une formation hyperéchogène blanche avec un cône d'ombre noir postérieur. Et bien sûr, en plus de ces trois signes échographiques, il y a un signe qui est important aussi, c'est le signe de Murphy échographique qui se voit au passage de la sonde quand on passe au-dessus de la vésicule biliaire. On réveille une douleur, c'est ce qu'on appelle le signe de Murphy échographique. Et donc, ces quatre signes, c'est ce qui nous permet de parler d'une cholécystite aiguë simple.
Donc, voilà, il faut savoir que cet épaississement, on le mesure ici dans la partie antérieure et jamais dans la partie postérieure. Vous voyez ici que en mesurant, on peut avoir une valeur qui est fiable, alors qu'ici, non, on ne peut pas avoir une valeur fiable, tout simplement parce que la paroi postérieure de la vésicule biliaire est adossée à plusieurs structures. On peut avoir aussi le tube digestif qui passe par là et on peut majorer la valeur des mesures qu'on prend et on n'a pas une valeur qui est fiable. Et donc, la partie la plus intéressante à mesurer, c'est la paroi antérieure, vu qu'on a une interface avec le parenchyme hépatique, et donc il n'y a pas de superposition avec le tube digestif qui risque de majorer un peu ces mesures. Donc, la paroi antérieure, l'épaississement de la paroi antérieure, il doit être supérieur à 3 mm. Il faut savoir que ces différents signes ne sont pas vraiment spécifiques à la cholécystite. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet épaississement de la paroi vésiculaire, on peut le trouver dans d'autres pathologies qui ne sont pas forcément une cholécystite. Par exemple, dans le cas d'hépatite, ce n'est pas une cholécystite, mais on peut trouver un épaississement de la paroi vésiculaire. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, aussi, on peut trouver un épaississement de la paroi vésiculaire. Et donc, ce n'est pas un signe qui est vraiment spécifique. On passe au deuxième signe qui est la distension vésiculaire et qu'on mesure plutôt dans le sens comme ça transversal. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de mesurer dans ce sens que de mesurer dans ce sens. Tout simplement parce que quand on fait nos coupes échographiques, c'est très rare où on a une belle vésicule biliaire déroulée dans ce sens antéro-postérieur. Par contre, c'est très facile d'avoir le diamètre transverse, quelle que soit la coupe qu'on fait. Et donc, ça, c'est plus facile, c'est plus fiable. Il doit être supérieur à 4 cm. Il faut savoir que cette distension, elle est due justement au blocage d'un calcul ou de plusieurs calculs au niveau du collet vésiculaire. Et c'est ce qui donne cette distension. Mais on peut très bien ne pas avoir de distension. Ça veut dire que si cette lithiase bouge, s'il n'est pas bloqué au niveau du collet, et ça bouge bien sûr, ben, on n'aura plus de distension. Et ce n'est pas pour ça qu'on va éliminer le cholécystite, par exemple. D'accord? Donc, c'est un signe qui n'est pas spécifique et qui n'est pas constant non plus. La présence d'une lithiase, ce n'est pas quelque chose aussi qu'on peut trouver parce qu'on peut aussi trouver une cholécystite qui est complètement alithiasique. Et donc, on peut avoir des cholécystites sans avoir de lithiase. On va voir ces cas de figure. Et le signe de Murphy échographique, il peut manquer dans certains cas où, par exemple, chez des personnes immunodéprimées ou chez des personnes diabétiques, ils n'ont pas le même seuil de douleur et donc ils peuvent présenter des cas très graves sans avoir la même douleur qu'un sujet immunocompétent. Et donc, vous voyez que c'est plutôt l'association de ces signes qui nous permettent avec bien sûr le tableau clinique, qui nous permettent de parler de cette cholécystite aiguë simple. Là, je vous montre, regardez un cas, on voit qu'il y a une distension de la vésicule biliaire, ça se voit. Donc, si on mesure cette partie, on va avoir plus de 4 cm. On voit qu'il y a des lithiases à l'intérieur de la vésicule biliaire. D'accord? Et si on prend la paroi antérieure, regardez, on n'a pas de véritable épaississement. Et là, avec la clinique du malade qui présente une douleur de l'hypocondre droit et fébrile, on est un peu embêté. On se dit, mais j'ai pas d'épaississement, est-ce que j'ai le droit de parler d'une cholécystite ou pas? Et pourtant, j'ai la distension, j'ai la clinique, j'ai les lithiases, j'ai pratiquement tout, j'ai le signe de Murphy échographique. Oui, on peut parler d'une cholécystite quand on a un peu l'association de tous ces signes, même s'il n'y a pas de véritable épaississement de la paroi vésiculaire. Et si on doute
dans ce cas, on peut demander un scanner et dans le scanner, on peut commencer à expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas cet épaississement. Regardez, l'épaississement, certes, il n'est pas trouvé au niveau de la paroi antérieure, mais il est vraiment important au niveau de la paroi postérieure. Cette paroi postérieure, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment fiable quand on fait l'échographie pour la mesurer. Et vous voyez, le signe qui est très important aussi, c'est l'infiltration de la graisse autour. À chaque fois où il y a une infiltration de la graisse au scanner, on sait que c'est là où il faut chercher, que c'est là peut-être l'endroit où il y a l'inflammation, c'est là où il y a l'infection, et c'est là où il faut chercher. Et c'est un signe assez fiable pour détecter les foyers infectieux et inflammatoires. Alors, je vous remontre toujours ce premier cas. Donc, j'ai dit la paroi antérieure, la distension, la présence d'une lithiase et le signe de Murphy échographique. Maintenant, une chose est très importante, c'est que quand on parle cholécystite, c'est en général, on a dit, c'est une sorte de blocage d'un calcul ou de plusieurs calculs au niveau du collet, ce qui va donner une distension, ce qui va donner une inflammation de la paroi, voire une infection de la paroi. Et quand on dit infection de la paroi, que ce soit dans la vésicule biliaire, que ce soit dans l'appendice, il y a souvent des petits thrombus qui se forment au niveau des petites vénules à côté, d'accord, ce qu'on appelle la piéléphlébite. Et donc, et on peut avoir ce qu'on appelle des thromboses portales segmentaires. Ce pas des thromboses qui vont occuper le tronc-porte, non, mais c'est plutôt au niveau des segments. Au maximum, ça va être des thromboses au niveau des branches portales droite ou gauche, mais c'est surtout segmentaire qu'il faut savoir rechercher. Ça veut dire à chaque fois que vous avez cette cholécystite, on est content de faire le diagnostic, mais n'oubliez pas de faire un petit tir Doppler à côté pour voir s'il n'y a pas de thrombus, d'accord, qui sont à côté et qui peuvent être traités facilement par la suite. Donc, pensez aussi à allumer le Doppler quand on a une cholécystite. Là, je vous montre carrément, regardez, cette thrombose de la branche portale gauche qui est assez massive et qui était due à une cholécystite. Donc, attention, il faut faire attention et allumer quand même le Doppler, faire du Doppler comme une sorte d'examen complémentaire qui fait partie de l'examen de la vésicule biliaire en cas de cholécystite. Alors, je vous demande de regarder un peu cette paroi. Regardez bien. Donc, on voit ici la vésicule biliaire, c'est celle-là, vous voyez. On voit qu'il y a des lithiases ici, 1, 2, avec un cône d'ombre. Les deux, ils ont des cônes d'ombre postérieurs. OK, ce sont des lithiases. Et regardez cette paroi. Elle est épaissie, effectivement, mais elle ne ressemble pas à la paroi qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect qu'on appelle un aspect feuilleté. Vous voyez, un aspect feuilleté. Ça veut dire qu'on arrive à voir les différentes couches. Pas seulement un aspect feuilleté avec des couches qui sont continues, mais regardez, il y a une couche qui est continue ici, il y a une autre qui est continue ici, mais là, ce sont des couches qui sont discontinues, on dirait rompues. D'accord? Attention, si vous voyez ce type d'épaississement, si vous voyez cet aspect de la paroi, il faut penser à une forme grave de cholécystite. On n'est plus dans la cholécystite aiguë simple, mais on est plutôt dans la cholécystite grave, gangréneuse. C'est une forme sévère de cholécystite qui est due à la nécrose, voire une hémorragie de la paroi. L'infection, elle atteint la paroi et elle se développe, elle progresse et se développe en donnant une sorte d'ischémie pariétale ou d'une nécrose pariétale. C'est ce qui est à l'origine de cette discontinuité des feuillets qu'on voit ici. Donc, à chaque fois que vous voyez cette discontinuité des feuillets, pensez à la cholécystite
gangréneuse qui est une forme grave de la cholécystite. Ce n'est pas la cholécystite simple, c'est une cholécystite qui est très grave. Je vous montre ce cas aussi. Regardez, quand je fais une échographie de la vésicule biliaire, je vois qu'il y a un épaississement qui est très important. Mais regardez ce que je vois. Je vois aussi la présence de membranes qui flottent au niveau de la lumière de la vésicule biliaire. Alors, la présence de membranes ici, ce qu'on appelle des fausses membranes, et les fausses membranes, c'est en faveur d'une infection qui est sévère. La présence de fausses membranes, c'est en faveur d'une cholécystite gangréneuse aussi. Attention, il ne faut pas confondre fausse membrane avec le sludge. Je ne sais pas, on a vu tout à l'heure le sludge. Regardez, là, attention, on a un niveau liquide avec une zone qui est un peu plus blanche et une zone qui est noire. Là, on n'a pas cette interface. Il y a les fausses membranes, mais il y a la même écogénicité de part et d'autre de cette cloison ou fausse membrane. Regardez ici cette paroi, comment elle est. Si je vous laisse réfléchir un petit peu, donc on voit que la paroi ne ressemble pas à ce qu'on a vu tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on regardait, on voyait des parois qui sont blanches, qui sont hyper écogènes, d'accord? Et là, regardez la paroi comme elle est, elle est hypoécogène. À chaque fois où vous voyez une paroi hypoécogène, pensez à ce problème de nécrose ou d'ischémie pariétale. Et donc, on est plutôt dans la cholécystite gangréneuse. C'est une paroi qui est, pardon, je ne vois pas la flèche, c'est une paroi qui est hypoécogène et irrégulière. Elle est irrégulière. À chaque fois que vous voyez cet aspect, vous pensez directement à la cholécystite gangréneuse. Donc, on n'est plus dans la cholécystite simple, mais on est plutôt dans la cholécystite gangréneuse. D'accord? Donc, on a vu l'aspect feuilleté et discontinu, les fausses membranes, la paroi hypoécogène irrégulière. Et là, regardez ce qu'on voit. Je vois une paroi qui est épaissie. Mais si je compare avec celle-là, regardez, j'ai pratiquement pas de feuilles, d'accord? J'ai que la feuille externe et la feuille interne. Et le contenu, regardez, le contenu, la couleur de ce contenu-là, il est beaucoup plus écogène que celui-là. Vous voyez? Là, c'est transsonore et là, c'est vraiment hyper écogène. OK? Ça veut dire que c'est épais. OK? Et donc, à chaque fois que je vois cet aspect, ça veut dire qu'on a un abcès dans la paroi. C'est un abcès intrapariétal qui va dissiper les couches. On n'a que la couche interne et la couche externe et on a un abcès pariétal. Et l'abcès pariétal, c'est une forme de cholécystite gangréneuse également. D'accord? Regardez ce cas, la flèche, voilà. Regardez ce cas-là. Et donc là, je vais masquer la discussion parce qu'elle me gêne. Voilà. Regardez ce qu'on voit à l'intérieur de la vésicule biliaire. En général, l'intérieur de la vésicule biliaire, il est hypoécogène. Il a un contenu transsonore. Et là, j'ai un contenu qui est complètement blanc. Vous voyez? Et là, quand vous voyez ça, complètement blanc, ça ne ressemble pas à l'abcès qu'on a vu tout à l'heure. C'est encore plus blanc, plus hyperécogène. Et ça, c'est typiquement l'hémorragie intravésiculaire. C'est de l'hémorragie intravésiculaire. Quand vous avez de l'hémorragie intravésiculaire, je dois penser aussi à une cholécystite qui est gangréneuse. Parce que qui dit gangréneuse, c'est une infection qui a fait que la paroi est devenue dépourvue de vascularisation, il est ischémié, il est nécrosé et il peut saigner par la suite et donner du sang à l'intérieur de la vésicule biliaire. Donc retenez bien, s'il vous plaît, ces 5 signes. Il y a bien sûr d'autres signes, mais ils sont vraiment les signes phares de la cholécystite gangréneuse, à savoir l'aspect feuilleté, mais pas seulement que feuilleté, mais c'est des feuilles qui sont discontinues, d'accord? Il y a les fausses membranes, il y a l'aspect de la paroi qui est hypoécogène et irrégulière,
il y a l'abcès intrapariétal, mais vraiment intrapariétal, et il y a l'hémorragie intravésiculaire. Voilà. Dès qu'on a un de ces 5 signes, il faut penser à la cholécystite gangréneuse, qui est une forme sévère de la cholécystite aiguë. Ça va, on peut continuer? Oui, ça va. Super, ok. Alors, on passe. Ça se bloque des fois. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on est devant des signes pareils, on n'a pas besoin de faire le scanner finalement, parce que quand on a des signes pareils, il faut vite aller au bloc et opérer, parce que c'est une indication chirurgicale pour ne pas avoir de sepsis, d'état de sepsis général. Mais si on doute et on fait le scanner dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? Juste pour vous montrer à quoi ressemble cette cholécystite gangréneuse. Là, regardez, ça c'est une cholécystite simple. On voit très bien la paroi. Vous voyez la paroi ici? Elle est bien rehaussée. On a injecté, elle est bien rehaussée. Ça, c'est un aspect de paroi qui est vascularisé. Regardez ce qui se passe quand on a une cholécystite gangréneuse. J'injecte et je n'ai rien au niveau de la paroi. C'est une paroi qui ne se rehausse pas. Et donc, ce défaut de rehaussement, c'est ce qui confirme la cholécystite gangréneuse. Mais je n'ai pas besoin de faire le scanner pour le confirmer. Dès que j'ai un des signes que j'ai montré tout à l'heure, il faut penser à la cholécystite gangréneuse. Je vous montre encore cet aspect. Regardez, il n'y a pas de rehaussement. Un aspect qui est hyper dense spontanément, ça veut dire qu'il y a de l'hémorragie à l'intérieur. Et c'est la fameuse, ce qu'on appelle la vésicule noire à la chirurgie, parce qu'on voit ces petits dépôts comme ça noirâtres qui sont en faveur de la nécrose et de l'ischémie. OK? Là, regardez. Je vous laisse un moment de réflexion quand même. J'aimerais bien si vous pouvez écrire dans la discussion aussi, parce que ça va me permettre de voir s'il y a des problèmes, on peut s'arrêter à n'importe quel moment et voilà, on peut expliquer encore plus. Regardez ici ce cas. Donc, je vois très bien, regardez la place de la vésicule biliaire, comment elle est. On a un cas qui est, un contenu qui est très hyperéchogène. Donc, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire l'hémorragie intravésiculaire. Et donc, dès que j'ai du sang à l'intérieur de la vésicule biliaire, on a dit qu'il faut penser à la cholécystite gangréneuse. Et regardez, même au sein de cette hémorragie vésiculaire, de cette hémorragie, on voit très bien la présence d'une lithiase à l'intérieur, voilà, avec l'aspect très hyperéchogène et le cône d'ombre postérieur. Voilà, regardez ici, est-ce qu'on est devant une cholécystite simple ou gangréneuse? Je vais voir déjà, regardez, ces cloisons-là ou ces pseudomembranes, fausses membranes. Voilà, donc je dis déjà, dès que j'ai une image comme ça, merci Marwan, alors dès que je vois une image comme ça de fausse membrane, je sais qu'elle est gangréneuse. Donc, je ne dois pas m'attarder à des images pareilles comme ça, par exemple. Je dois juste faire attention s'il ne s'agit pas de sludge, oui, par la présence de fausses membranes au milieu. Et vous avez vu, il peut s'agir d'une seule fausse membrane, il peut s'agir de plusieurs fausses membranes. Et je ne dois pas m'attarder à cette image-là et me dire, ah, est-ce que c'est tumoral, est-ce que c'est une gangréneuse, il faut opérer, d'accord? Voilà. Ah, regardez ici. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez là? C'est quoi comme image? C'est déjà une vésicule biliaire avec une paroi très épaissie. Je demande pour le contenu. Qu'est-ce que vous voyez, ce contenu? Regardez ça. À votre avis, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir. Alors, là, justement, le sludge, voilà, docteur Haridi, voilà. Justement, parce que quand on voit une première pseudomembrane, une fausse membrane, deuxième fausse membrane, on saute et on dit fausse membrane et vous n'êtes pas tombé dans le piège. Je l'ai dit tout à l'heure, attention,
Ça, c'est un sludge parce qu'on a un niveau comme ça. Oui, on a un niveau, on a un contenu qui est écogène et un contenu transdonnant. Et effectivement, en plus de ça, donc j'ai du sludge, en plus, docteur Diakité, il a bien dit, on a un abcès ici. Vous voyez, il y a cet abcès pariétal. Quelle est la différence entre cet abcès pariétal qu'on voit là, et celui qu'on a vu tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, on l'a vu, il était vraiment au sein de la paroi et la couche interne, la couche externe était bien continue, il le moulait gentiment et tout. Or là, regardez ce qu'on a. Il n'y a pas de paroi ici, il y a un défect, il y a une perforation. Il y a une perforation. Voilà. Alors, on a une perforation. Donc, l'abcès, c'est celui-là, si vous le voyez. D'accord. Et on a une paroi qui est perforée. Et donc, on a parlé de la cholécystite aiguë simple avec les signes, on a parlé de la cholécystite gangréneuse, et là, on va parler de la cholécystite perforée. Et la perforation n'est pas aussi évidente que ça, attention. Hein. C'est pas toujours aussi beau de voir un gros défect comme ça avec l'abcès. Il faut savoir une chose, que la vésicule biliaire, quand on la voit là, il y a une face qui est sur le parenchyme hépatique et une face inférieure qui est sur le reste de la cavité abdominale. Et cette partie inférieure qui est sur le reste de la cavité abdominale, il est couverte de péritoine. Donc, il est péritonisé. OK? Alors que la partie supérieure qui est au contact du parenchyme hépatique, il n'y a pas de péritoine. Et ce qui explique un peu cette fragilité de cette partie supérieure. Et donc, à chaque fois il y a un processus inflammatoire, infectieux ou même tumoral, on a ce passage rapidement, cette perforation se fait rapidement au niveau de la partie supérieure et du versant hépatique. Par contre, on peut avoir des perforations qui se font au niveau de la partie inférieure, ou péritonisée. Et donc, vous imaginez, si on a un passage de la bile, de la vésicule biliaire vers le péritoine, on aura la fameuse péritonite biliaire. Or, ce qui est incroyable, c'est que cette perforation se fait très rarement au niveau du péritoine. Et ce qui est aussi bien, c'est que en général, on n'a pas le passage de la bile vers le péritoine de façon libre, mais on a une sorte de plastron, des anses qui vont qui convergent vers la vésicule biliaire pour faire une sorte d'amas comme ça au niveau de la vésicule biliaire, c'est ce qu'on appelle le plastron vésiculaire. Si vous faites l'échographie ou le scanner et vous voyez que les anses convergent vers la vésicule biliaire, il faut penser à cette histoire de perforation qui se fait sur le versant péritonien. Le plastron vésiculaire, il est dû souvent à une inflammation qui est vraiment sévère. Heureusement, la perforation se fait fréquemment au niveau du versant hépatique, ce qu'on appelle la perforation subaiguë. Il n'est pas aigu comme le péritoine, il est subaiguë. Il se fait au niveau du versant hépatique. Ce qui se passe, attendez, vous voyez, regardez ici, c'est vraiment un pertuis très fin. Hein. Il faut vraiment ouvrir l'œil, il faut vraiment voir correctement toute la paroi et tomber sur la partie perforée. Et en général, quand on a cette perforation, il y a souvent l'infection qui va se propager soit autour de la vésicule biliaire et souvent au niveau du parenchyme hépatique, ce qui va donner la constitution d'abcès, de micro-abcès ou d'abcès ici de collection, qui se font au niveau du parenchyme hépatique, souvent soit sur le segment 4, soit sur le segment 5, puisque ce sont les deux segments qui entourent un peu la vésicule biliaire dans cette partie inférieure. Donc, voilà, on a vu la cholécystite aiguë simple, on a vu la cholécystite gangréneuse avec les signes échographiques qui doivent nous alerter.
Et puis, on a vu la perforation, la cholécystite perforée, avec ces deux formes, aiguë sur le versant péritonéal, subaiguë qui est la plus fréquente sur le versant hépatique et qui sera à l'occasion de la constitution d'abcès du parenchyme hépatique ou en périvésiculaire. Donc, à chaque fois, j'ai des abcès au niveau du segment 4, au niveau du segment 5, au niveau du parenchyme hépatique. Il faut penser à chercher s'il n'y a pas de perforation au niveau de la paroi vésiculaire. Une chose qui est importante, c'est que quand on a une perforation, qu'est-ce qui va se passer? On aura un affaissement c'est-à-dire on n'aura plus la distension. La distension qu'on a comme signe important pour parler de cholécystite, on aura un affaissement parce qu'il y a ce passage de liquide vers d'autres milieux, donc on aura cet affaissement. Donc, à chaque fois que vous avez des petites collections autour de la vésicule biliaire ou dans le parenchyme hépatique qui est adjacent à la vésicule biliaire, pensez à ce problème de perforation sur une cholécystite. Alors, on passe à un seul cas, regardez très bien, parce que c'est un cas, c'est un signe typique très, très facile. Donc, regardez, on va, à la place de la vésicule biliaire, on voit une seule formation, comme vous voyez, très hyperéchogène avec un condombre postérieur important, d'accord? On ne voit pas de vésicule biliaire, on ne voit rien. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle la vésicule porcelaine, d'accord? Qui est constituée d'une paroi complètement calcifiée, et donc on ne voit que les calcifications pariétales, on ne voit pas le reste, d'accord? C'est la vésicule porcelaine, faites attention. Regardez ici, juste pour vous montrer la différence. Là, on voit une seule structure qui est hyperéchogène avec un condombre postérieur. Là, regardez la différence. On voit deux structures. Regardez, 1 et 2. Et là, c'est la deuxième structure où il y a le condombre. Vous voyez? Donc là, c'est la lithiase. OK? Et là, c'est la paroi. La paroi est là. Donc là, je ne peux pas parler d'une vésicule porcelaine. Pourquoi? Parce que la paroi est visualisée. Ce n'est pas la paroi qui est calcifiée. C'est le contenu qui est calcifié. C'est une grosse lithiase, mais la paroi, elle est bien, elle est saine. Et dans ce cas, ici, on parle d'une vésicule biliaire scléro-atrophique parce que la paroi est ratatinée sur la grosse lithiase, par opposition à la vésicule porcelaine où il n'y a plus de paroi. Enfin, c'est la paroi elle-même qui est calcifiée. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre vésicule porcelaine et vésicule scléro-atrophique. À la vésicule porcelaine, le grand problème, c'est que ça s'associe fréquemment au cancer de la vésicule biliaire. Donc, dès qu'on voit une vésicule porcelaine, on sait qu'il faut opérer rapidement, d'accord, parce qu'il y a une association très fréquente avec le cancer de la vésicule biliaire. Si je vous demande de regarder cette image et de me dire de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'on est dans la porcelaine ou dans la scléro-atrophique, à votre avis? Je vous laisse réfléchir un petit moment. On a dit tout à l'heure que pour la porcelaine, il faut que la paroi soit calcifiée. Ça veut dire que je vois une seule structure. Pour la scléro-atrophique, je vois deux structures. Et là, regardez, je vois deux structures, effectivement. Effectivement, Marouane. On voit celle-là, regardez. On voit ça, c'est la paroi. Et tout ça, ce sont des lithiases, effectivement, Charles. Et donc, vous voyez, c'est juste la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est une grosse lithiase unique. Par contre, là, on a plusieurs lithiases, mais on voit qu'il y a des condombres, plusieurs condombres aussi, voilà, qui sont l'une à côté de l'autre, mais c'est toujours une scléro-atrophique parce que la paroi est ratatinée sur les lithiases. Il faut faire attention, s'il vous plaît, il faut faire attention
on ne peut pas parler de scléro-atrophique si on n'a pas demandé au patient d'être à jeun. Si le patient n'est pas à jeun, on va avoir cette paroi qui est accolée sur le contenu de façon évidente. Donc, il faut demander au patient d'être à jeun. Et si malgré le fait qu'il soit à jeun, il n'y a pas de bile, il n'y a que la paroi qui est accolée, là, on peut parler d'une scléro-atrophie. D'accord? Voilà la différence. Regardez, une paroi qui est calcifiée, une paroi normale qui est accolée à des structures lithiasiques. La différence, voilà. Ah, voilà comment on voit la porcelaine au scanner. Juste pour vous montrer la différence. Là, c'est vraiment la paroi qui est calcifiée. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est la paroi qui est complètement calcifiée. Dans la scléro-atrophique, la paroi, elle est bien, mais l'intérieur est complètement calcifié. Voilà. Voilà. Regardez ici. À votre avis, c'est quoi? Si on voit bien, c'est une porcelaine ou scléro-atrophique? Alors, j'ai pas le... Ah, scléro-atrophique, j'ai vu 2 couches, scléro-atrophique et Dr Diano Géraud qui dit que c'est porcelaine. Ah, ok, d'accord. Donc, on a un problème. Qu'est-ce qu'on a dit pour la porcelaine? Regardez, ce n'est ni scléro-atrophique, ni porcelaine. Je suis désolée si je vous ai fait tomber dans le piège, d'accord? Alors, regardez ici la porcelaine. Voilà. Je suis désolée. Vous riez, c'est bien. Mais c'est bien de faire ce genre de... Voilà. Écoutez, regardez la porcelaine. On a dit que c'est une structure, c'est une paroi calcifiée. Et donc, j'ai un condambre postérieur. C'est important. Là, non. J'ai une paroi qui est hyper écogène, mais je n'ai pas de condambre postérieur. Vous avez vu la différence? Vous avez vu, regardez. Voilà. Il n'y a pas de condambre, donc ni porcelaine, ni scléro-atrophique. Merci, docteur Khafif. Voilà. Vous voyez? Et là, retenez très bien cet aspect, justement pour ne plus tomber dans ce piège. Regardez. C'est pas un condambre postérieur. C'est ce qu'on appelle les artefacts de réverbération. Okay? Quand vous voyez cet aspect, ce n'est pas une véritable condambre postérieure, ce n'est pas noir. Vous voyez? Oui, c'est vrai que j'ai une paroi qui est bien brillante, ok, mais je n'ai pas de condambre postérieur. Ça, c'est typiquement la présence de gaz dans la paroi de la vésicule biliaire. Okay? Ça veut dire que cette vésicule biliaire contient de l'air et contient du gaz. Okay? C'est pour ça qu'on a cet aspect. Il faut faire attention, il faut faire la part des choses entre porcelaine avec un condambre postérieur franc, c'est un condambre postérieur franc, et un aspect pareil avec des artefacts de réverbération. Vous voyez? Et ça, c'est la présence du gaz dans la vésicule biliaire. Alors, docteur Charles, vous avez parlé d'aérobilie. L'aérobilie, en fait, ici, on peut parler d'aérobilie, effectivement, mais c'est plutôt la différence ici, c'est la présence de gaz dans la paroi. L'aérobilie, c'est la présence de gaz dans la lumière. Ça veut dire dans la lumière de la vésicule biliaire, dans la lumière des voies biliaires. Ici, c'est vraiment dans la paroi. Ça veut dire aussi que peut-être on a de l'aérobilie à l'intérieur aussi. Et ça, quand vous voyez cet aspect, ça veut dire la présence d'air dans la paroi de la vésicule biliaire, il faut penser à la cholécystite emphysémateuse. Ok? C'est la cholécystite emphysémateuse. C'est la présence d'air dans la paroi, avec plus ou moins la présence d'air dans la vésicule biliaire, effectivement. Donc, vous voyez, c'est ça la différence. Il faut faire attention. Et quand on parle cholécystite emphysémateuse, c'est une urgence. On n'est pas dans la vésicule porcelaine et de la scléroatrophie. On est dans une urgence, vraiment une urgence extrême. Pourquoi? Parce qu'en général, les cholécystites emphysémateuses, on va les trouver
pratiquement dans 50% des cas chez les diabétiques. Vous voyez, chez des sujets qui sont immunodéprimés aussi. Et pourquoi est-ce qu'on a de l'air? Parce qu'en plus de l'inflammation et des phénomènes de nécrose qui arrivent dans la paroi, en plus, on a une infection. Et cette infection, ce n'est pas dû à des bactéries simples, comme pour la cholécystite aiguë simple ou l'autre, mais elle est due à des germes anaérobies. Donc, vous voyez, d'où la présence d'air et de gaz dans la paroi et dans la vésicule biliaire. Et donc, c'est une forme qui est encore plus sévère de la cholécystite. Et le problème encore avec cette forme, c'est que souvent, puisque le terrain, c'est un diabétique ou c'est un immunodéprimé, en général, on a une altération de l'état général, on a un teint grisâtre, on a un teint septique, le malade carrément en état de sepsis, mais on n'a pas cette douleur, ce tableau clinique bien franc, avec le Murphy échographique ou le Murphy clinique même. Ça veut dire que on a parlé tout à l'heure, on a dit les seuils de douleur diffèrent selon qu'il s'agit d'un immunocompétent ou d'un immunodéprimé. Souvent, chez ces malades, les formes sont vraiment trompeuses. Donc, à chaque fois, vous avez même une petite douleur au niveau de l'hypocondre droit. Chez un patient diabétique qui va mal, qui a un teint grisâtre, qui est en état de sepsis, il faut penser à cette cholécystite emphysémateuse et surtout faire le diagnostic et ne pas tomber dans le piège. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. On ne peut pas tomber dans le piège. On sait que c'est de l'air. Hein? OK, on a dit de l'air dans la paroi ou, comme a dit le docteur Charles Jonathan, au niveau de la lumière ou l'aérobilie. OK. Quand est-ce qu'on peut avoir de l'air dans les voies biliaires, quel que soit leur type, que ce soit la vésicule biliaire, puisqu'on est aujourd'hui sur la vésicule biliaire ou dans les voies biliaires. À votre avis, quand est-ce qu'on peut avoir ça en dehors de la cholécystite emphysémateuse, qui reste heureusement un tableau qui n'est pas fréquent, heureusement. Oui. Dr Mahi Kautsar, oui. Dr Mahi Kautsar a eu raison, c'est dans les fistules digestives, ce qu'on appelle les fistules bilio-digestives. C'est entre les voies biliaires et le tube digestif, puisque l'air se trouve dans le tube digestif. Alors, voilà, je vous montre, regardez, vous faites l'échographie, vous trouvez votre vésicule biliaire comme ça, vous passez au niveau des voies biliaires, au niveau du foie, et vous trouvez ces images. Retenez bien ces images, vous voyez, ils sont hyper échogènes. Et regardez cet artefact derrière, ce qu'on appelle l'artefact en queue de comète. Voilà, en queue de comète, vous voyez, comme ça. Alors, cet artefact en queue de comète, c'est typiquement dû à la présence d'une aérobilie. Voilà. Vous voyez, tous les voies biliaires sont remplies de ces petites formations hyperéchogènes avec un artefact en queue de comète. C'est justement on va dire, l'ensemble de ces bulles d'air, quand ils sont ramassés comme ça, ils donnent plusieurs queues de comète et ils sont responsables de cet aspect qu'on voit au niveau de la vésicule. Alors, Dr Mahi a parlé de la fistule digestive justement quand on a un processus inflammatoire de la vésicule biliaire. Et on sait que cette partie inférieure, on l'a dit tout à l'heure, il y a souvent l'accolement du duodénum et des anses qui sont là. Et ce qui va se passer justement, c'est que carrément on aura cet accouchement, cette perforation et cet accouchement hein, du contenu de la vésicule biliaire dans le duodénum. D'accord? Et donc, c'est ce qui va faire cette fistulisation, d'accord, de la vésicule biliaire ou des voies biliaires dans le tube digestif. Là, ici, par exemple, en l'occurrence, ici, c'est le duodénum. Et bien sûr, on va regardez, on peut avoir même des fois des occlusions, hein, parce qu'il y a passage de lithiase
dans le duodénum, comme c'est le cas ici. Vous voyez, là, on voit très bien l'aérobilie, voilà, et on voit cette lithiase au niveau du duodénum. Et vous avez remarqué que les lithiases dans le scanner, on ne les voit pas. Quand on parle de lithiase de la vésicule biliaire, ils ne sont pas très blanches, parce que ça dépend de la densité, ça dépend de la constitution de cette lithiase. Si la lithiase est complètement calcique, oui, on aura une lithiase qui est très blanche et qui est bien visible au scanner. Mais si cette lithiase a un contenu qui est cholestérolique, ce qui est souvent le cas, on aura des lithiases pareilles. Et c'est pour ça que le scanner n'est pas un examen fiable dans la détection des lithiases. C'est l'échographie. Et heureusement, parce que c'est un examen qui est simple à faire. OK? Donc, on a vu la cholécystite aiguë simple, on a vu les 5 signes phares de la cholécystite gangréneuse, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La cholécystite perforée, OK, avec ces deux versants. On a vu la différence entre la porcelaine et la scléroatrophique, puis l'emphysémateuse et les fistules biliodigestifs, ce qu'on appelle le syndrome de Bouvray, fistule biliodigestif, vous l'avez sûrement déjà entendu. Et là, je vous demande de regarder cette image. Là, c'est une image qui est typique et il ne faut pas tomber dans le piège non plus. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que c'est typique d'une affection, si je peux le dire. D'accord? Alors, regardez bien. Là, on voit très bien qu'il y a la vésicule biliaire. OK. D'accord? Là, on voit qu'il y a, à la paroi antérieure, on voit qu'il y a un épaississement qui est assez important. OK. D'accord? Mais on voit d'autres petites choses. Vous voyez ça? Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'image en queue de comète. D'accord. Regardez les autres images, qu'est-ce qu'on voit? Toujours le même épaississement, les petits spots hyperéchogènes. Yes. Docteur Diakité. Oui. OK. Oui, c'est bien ça, mais on va expliquer pourquoi c'est pas des... Parce que là, tout à l'heure, j'ai dit que quand on a une image qui est hyperéchogène avec queue de comète, avec une queue de comète, il faut penser au gaz. Et là, on a un épaississement, on a des spots comme ça, vous voyez, qui sont éloignés l'un de l'autre, et on a des petites images qui stickent ici. Alors, si vous avez ces trois signes, on n'est pas dans une cholécystite. Attention, ce n'est pas une cholécystite. Faites attention, ce n'est pas une cholécystite. Si vous avez ces trois signes, il faut penser à ça, à ce qu'on appelle l'adénomyomatose. Yes. Oui, Diallo. Ce sont des artefacts et on va expliquer c'est quoi exactement cette adénomyomatose. Okay? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'elle est symptomatique? Pourquoi est-ce qu'on a cet épaississement? D'accord? On va voir ça. Regardez de quoi il s'agit quand on parle adénomyomatose. J'ai dit ce n'est pas une cholécystite et il ne faut pas opérer en plus. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de faire la part entre est-ce que c'est une cholécystite, est-ce que c'est une adénomyomatose, en sachant que ça reste quand même assez fréquent. Hein. Ok. Je vous montre ici, par exemple, une paroi normale. D'accord? On a une musculeuse ici, et on a un épithélium tranquille. D'accord. Regardez ce qui se passe quand on a l'adénomyomatose. On a une couche musculeuse qui est très, très épaissie, nettement plus épaissie que la normale. Et une chose qui est importante, c'est ça. Regardez l'épithélium, qu'est-ce qu'il fait? La couche épithéliale, elle va s'invaginer à l'intérieur de la couche musculeuse. Vous voyez? Elle va constituer ces petites cavités, regardez, 1, 2, 3 ici, qui sont communicants, qui sont profonds et s'invaginent au niveau de la musculeuse. OK? Et bien sûr, ces petites cavités, c'est ce qui va donner ces cavités kystiques qu'on voit à l'échographie. D'accord? Et parfois, on va voir ces formes de spots
hyperéchogène. Pourquoi? Parce qu'il y a un piégeage des ultrasons, du faisceau ultrasonore, il y a un piégeage au niveau de ces cavités. Et donc, il va donner une fausse image d'air. C'est pour ça qu'il s'agit plutôt d'un artefact. Et comment on fait pour faire la part des choses? Tout simplement, il suffit de changer la sonde. Pas changer la sonde, changer l'orientation de la sonde. Si je change l'orientation de la sonde et l'image va disparaître, ça veut dire que je n'avais pas vraiment de l'air. D'accord? C'était une fausse image. Et donc, si vous avez ces trois signes, l'épaississement qui est important de la paroi, en général, ça dépasse 1 centimètre. L'existence de spots hyperéchogènes comme ça, avec des queues de comète et qui vont changer, vont disparaître si on change la position de la sonde, et la présence de petites cavités kystiques. Alors, ces trois signes, ils sont en faveur d'une adénomyomatose. D'accord? Et cette adénomyomatose, la physiopathie n'est pas connue. Plusieurs ont parlé d'une possible inflammation chronique ou autre, mais ce n'est pas prouvé. Ça peut être une forme diffuse, comme ça peut être une forme segmentaire qui est juste au niveau du fond ou qui est comme ça segmentaire au niveau du milieu, d'accord? Mais elle est tellement caractéristique qu'on ne doit pas la confondre avec une cholécystite. Et en général, une chose qui est très importante aussi, qui peut aider, c'est le fait qu'elle soit asymptomatique. On n'a pas de symptômes cliniques. D'accord? Donc, il n'y a pas la douleur de l'hippocampe, ça veut dire que le malade il vient pour autre chose et vous tombez sur une vésicule biliaire pareil. Ça aussi, ça aide énormément. Alors, il n'y a pas d'association qui a été prouvée avec le cancer, parce que quand on parle épaississement et on pense inflammation chronique, on peut penser qu'il y a peut-être une association avec l'évolution de la genèse de cancer sur ce type de vésicule biliaire. Non, ça n'a pas été prouvé et c'est quelque chose d'asymptomatique, donc il ne faut pas. Voilà. Est-ce qu'on doit la suivre? Non plus. On ne doit pas le suivre. Il n'y a pas de risque de cancérisation, justement. Ça a été même, il y avait des séries autopsiques où on a trouvé un grand pourcentage d'adénomyomatose comme ça. Donc, pour vous dire que c'est assez fréquent et qu'il ne faut pas le confondre avec une cholécystite et que c'est la clinique qui doit primer, bien sûr. Et si vous avez les trois signes, vous pouvez dire que c'est une adénomyose sans problème. Si vous doutez encore, ce n'est pas le scanner qu'il faut demander parce que dans le scanner, ce n'est pas vraiment typique, mais c'est ça. Regardez quelle belle image. En IRM, on a cette image de collier, de perles. Vous voyez, c'est très beau. Donc, on peut dire après que c'est une adénomyomatose, laissez le malade tranquille. D'accord? Ça va pour le moment. Si vous avez besoin que reprenne une partie, n'hésitez pas de le dire. Hein. D'accord? Donc, on a vu la cholécystite aiguë simple avec les signes. Et on a parlé du fait qu'ils ne sont pas spécifiques, qu'on peut les trouver dans d'autres cas. D'accord? On a parlé de la cholécystite gangréneuse avec les signes échographiques phares qu'il faut essayer de chercher. D'accord? On a parlé de la cholécystite perforée. On a parlé de la cholécystite emphysémateuse, de la différence entre la scléroatrophique et la porcelaine, et de quoi d'autre? Et de ça, et de la fistule biliodigestive, et puis de l'adénomyomatose. Ça va, on peut continuer. Si vous pensez qu'on est déjà à 1 heure, à 1 heure du début, si vous pensez qu'on peut continuer, on peut. Si vous pensez qu'on s'arrête et qu'on laisse cette partie à une prochaine fois, c'est comme vous voulez. Non, pour ça, on peut continuer, il n'y a pas de problème. On peut continuer? D'accord. Ok, ça marche. Là, on va passer à un autre type de pathologie qu'on voit souvent aussi. On tombe sur une image pareille, regardez. Hein. Regardez. Là, on n'est plus dans les cholécystites, hein. D'accord, on passe à autre chose. Là, on voit que la paroi est très belle, elle est fine, elle est hyperéchogène.
On doit tous, oh yes, oui, docteur Halidi, c'est une cholestérolose. Oh, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot. Ok, ben c'est quoi une cholestérolose et pourquoi vous avez pensé à une cholestérolose? C'est ça la question, parce que c'est facile, ok, mais il faut donner les signes. Pourquoi on va dire d'une manière assez confiante qu'il s'agit d'une cholestérolose et pas d'autre chose, en sachant qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Ok, allez, on y va. Alors, on voit qu'il y a une formation, plusieurs formations plutôt, d'accord, qui sont polypoïdes, ok, d'accord, et regardez l'écogénicité de, oui, voilà, il faut regarder l'écogénicité de ces formations. C'est très important parce que l'écogénicité va faire la part des choses. Alors, l'écogénicité, elle ressemble à l'écogénicité de la paroi. D'accord? Si vous doutez entre ces petits polypes et la paroi, comparez au parenchyme hépatique. Si vous avez un polype là qui est plus hyperécogène que le parenchyme hépatique, vous pouvez dire que c'est un polype hyperécogène. OK? Soit vous comparez à la paroi, il doit ressembler à l'écogénicité de la paroi, soit vous comparez à l'écogénicité du parenchyme hépatique. Donc, il doit être plus blanc que le parenchyme hépatique est similaire à l'écogénicité de la paroi, première chose. Mais le signe le plus important, c'est qu'il doit être rattaché à la paroi. Ça veut dire que si je mobilise le patient à droite et à gauche, le polype reste à sa place, il ne bouge pas, il est rattaché à la paroi. OK? Pourquoi rattaché à la paroi? Parce que si on voit un peu la physiopathologie de ce polype cholestérolique, c'est quoi finalement? C'est un dépôt de cholestérol, d'accord, de matière cholestérolique, dont les macrophages de l'épithélium de la paroi. Et donc, il est vraiment rattaché parce qu'il est un peu, comment dire, il est né dans la paroi, donc il reste toujours attaché, il n'y a pas de mobilité particulière. D'accord? Et bien sûr, l'absence de corne d'ambre, docteur Kacher, oui, l'absence de corne d'ambre pour faire la part entre polype cholestérolique et lithiase. Oui, c'est très important. Alors, vous voyez, voilà les signes qui vous permettent de dire avec aisance qu'il s'agit plutôt d'un polype cholestérolique. Et en général, ils sont nombreux. Il y a pas, si vous trouvez un seul polype cholestérolique, il faut se dire attention, c'est peut-être pas un polype cholestérolique, c'est peut-être autre chose. Mais s'ils sont nombreux, on est plus calme, on peut dire qu'il s'agit de polype cholestérolique. Donc, si on résume, regardez, ce sont des formations polypoïdes qui sont rattachées à la paroi, en général nombreuses, qui ont une écogénicité qui ressemble à l'écogénicité de la paroi. Ça veut dire plus hyperécogène que le parenchyme hépatique et qui ne sont pas mobiles à la mobilisation du patient et sans corne d'ambre postérieure. C'est ce qui nous permet de dire qu'il s'agit de polypes cholestéroliques. En général, ces polypes cholestéroliques ne donnent pas de véritables symptômes. Ce n'est pas une indication à la chirurgie. Ce n'est pas non plus une indication à une surveillance particulière. D'accord? C'est quelque chose de bénin, donc il ne faut pas s'alerter. C'est vrai que certains auteurs ont rattaché la présence de polypes cholestéroliques à certaines formes de pancréatite aiguë, en disant que c'est le fait qu'il y a un détachement de quelques fragments de ces polypes cholestéroliques et leur passage dans les voies biliaires qui est à l'origine de certaines pancréatites. Oui, c'est possible, mais dans ce cas, c'est rare, c'est même exceptionnel. Et c'est peut-être les rares cas où on demande d'intervenir chirurgicalement pour enlever la vésicule biliaire.
Mais en général, voilà, c'est une infection qui est complètement bénigne. Alors ici, je vous laisse réfléchir un moment. On voit bien que c'est une formation polypoïde. On voit bien qu'elle est rattachée à la paroi. Il n'y a pas de cône d'ombre postérieur. C'est une formation unique, mais elle ne répond pas au signe le plus important qui est l'écogénicité. Là, on voit que l'écogénicité ici, elle ressemble plutôt au parenchyme hépatique, elle est plus hypoécogène. Yes, Dr. Halid. Elle est plus hypoécogène que la paroi de la vésicule biliaire. Et là, quand vous voyez cet aspect, il faut penser à l'adénome vésiculaire. Quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, en général, les polypes cholestéroliques ne dépassent pas 1 centimètre. Ils ne dépassent pas 10 mm. Jamais. Enfin, pas jamais. On peut avoir des polypes géants. On peut avoir des polypes cholestéroliques géants. Et si vous avez des polypes cholestéroliques géants, il faut opérer. Ça veut dire que là, on rentre carrément dans des diagnostics différentiels et on ne saura pas comment s'en sortir. Donc, polype géant, opéré. Polype hypoécogène, adénome. Ce n'est pas un polype cholestérolique, c'est un adénome. Donc, vous voyez, là, quand on parle adénome, il y a certaines choses à respecter. Adénome, attention, quand il s'agit d'un adénome, il faut mesurer. Il faut mesurer, c'est très important, parce qu'il ne doit pas dépasser 10 mm. S'il dépasse 10 mm, c'est une indication à la chirurgie. Il faut surveiller étroitement chaque 3 mois. Si on voit qu'il y a une augmentation rapide, une croissance rapide du volume, il faut opérer parce qu'il peut s'agir d'une transformation maligne. Il faut voir la paroi. Est-ce qu'il n'y a pas d'infiltration de la paroi? Là, on voit que la paroi est bien, hein, elle est très bien. Donc, vous voyez, quand on est du polype cholestérolique où il ne faut rien faire de l'adénome, il y a un signe, des petits, vraiment, c'est très délicat, c'est très critique, il faut vraiment faire attention, avoir les signes d'alarme quand on a une écogénicité ou une écogénicité qui ressemble au parenchyme hépatique. Quand il y a une seule formation unique, là, il faut faire attention et mesurer l'adénome, voir son rapport avec la paroi pédiculée, sessile, est-ce qu'il infiltre la paroi, et le surveiller étroitement chaque 3 mois s'il est inférieur à 10 mm pour voir s'il y a une croissance rapide ou pas. Là, je vous montre, regardez. Alors, verdict. Dr Halidi, Dr Kacher, Dr Charles, Dr Mahi, Dr Marwan. Ah, j'ai retenu les noms qui écrivent. Donc là, on voit bien qu'il y a une formation ici. On voit bien qu'il est tissulaire. Enfin, on voit bien qu'il est un peu hypoécogène par rapport à la paroi. C'est pas l'adénome, c'est pas le polype cholestérolique du tout. On voit bien qu'il dépasse 10 mm. Donc, on est carrément dans un adénome qu'il faut opérer. OK? On ne préconise pas une surveillance là. Il faut opérer direct. D'accord? Et regardez la base d'implantation, elle est très large. D'accord? Donc là, il faut vraiment opérer. Et là, là c'est simple. Hein. Oh, c'est beau là. Qu'est-ce que c'est? Vous devez être vraiment plus rapide parce que c'est facile. C'est vraiment facile. Vous pouvez faire le diagnostic très très rapidement. Ça ne pose aucun problème. Yes, polype, il faut. Alors, docteur Kourchid Abdelhakim, oui, cholestérolose. Je préfère le terme cholestérolose. Si vous dites polype, il faut dire polype cholestérolique. Si vous dites polype tout court,
il n'y a pas de. Ça peut être. L'adénome aussi, c'est un polype adénomateux. Il vaut mieux dire polype cholestérolique. D'accord, merci. Est-ce qu'il faut faire une cholécystectomie directement ou juste une résection d'adénome? Ah non, c'est cholécystectomie. Non. Ah non. On fait une cholécystectomie, il n'y a pas de résection d'adénome ici. D'accord? Alors là, c'est très simple parce qu'on voit que ce sont deux petites formations bien hyperéchogènes, pas de cône d'ombre, donc ce n'est pas des lithiases. Si on mobilise le patient, ils ne vont pas bouger. Il ne dépasse pas 10 mm. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Voilà, donc ce sont des polypes cholestéroliques. En plus, ils sont deux. Je n'ai pas de problème. Donc, ce sont deux polypes cholestéroliques. Ça ne pose pas de souci. OK? Ça bouge pas. Et là, c'est facile aussi. C'est très facile. Surtout qu'on a plusieurs. Ils sont nombreux. Et là, ça ne pose aucun problème. C'est une cholestérolose ou polype cholestérolique, sans aucun problème. Ça ne pose pas de souci. Il faut toujours vérifier quand même en bougeant le patient. La chose à laquelle il faut faire attention, s'il vous plaît, c'est que quand on a plusieurs, comme ça, on est rassuré, OK, mais il faut faire attention. Parce que dès qu'on voit tout ce monde-là, c'est bon, on se dit, c'est bon, c'est une cholestérolose. Il faut faire attention dans le sens où on peut avoir une association avec un adénome. On aura plusieurs polypes cholestéroliques et un adénome. Donc, je vais voir dans tout ce monde, il est où voilà, il est où le polype qui est hypoéchogène, d'accord? Donc ça, c'est très important. Le fait qu'il y a des polypes cholestéroliques ne veut pas dire qu'on va éliminer complètement la présence d'adénome. Voilà, il faut faire attention, s'il vous plaît. This one. Alors, this one peut poser un problème. Parce que si on compare avec la paroi, on ne sait pas, est-ce que c'est la même écogénicité? Docteur Halidi, cancer direct, votre malade va s'évanouir. Voilà. Dites adénome. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un. Voilà, ça peut. Oui, Abdelhakim, oui. D'ailleurs, c'est une bonne chose de poser cette question parce qu'il y a une différence entre le polype cholestérolique et l'adénome. C'est que dans l'adénome, on a du tissu, c'est une formation tissulaire, et on peut avoir des vaisseaux à l'intérieur. Souvent, on a des vaisseaux. Alors que pour le polype cholestérolique, ce sont des dépôts de cholestérol qui sont dans l'épithélium, dans les macrophages, et en général, il n'y a pas de vascularisation. Ça aussi, ça peut aider. Si on fait un tir Doppler, ça peut aider. On va avoir des vaisseaux dans l'adénome et pas de vaisseaux dans le cholestérol, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut aider, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, la taille est grande, effectivement, on a plus de 10 mm, c'est sûr. Voilà, donc il faut enlever, quelle que soit l'écogénicité, mais on voit très bien que c'est une écogénicité d'adénome quand même. Alors justement, docteur El-Mardi, docteur Haridi, il n'y a pas cette notion de mal limité, non, il n'y a pas. Il n'y a pas ce problème dans est-ce que mal limité, irrégulier, ça ne rentre pas dans les considérations, on va dire. Le fait qu'il soit mal limité ou irrégulier, ce n'est pas ça qui fait la part des choses. C'est surtout la taille initiale et l'évolution, la croissance. Est-ce qu'il y a une croissance de ce volume dans 3 mois ou pas? C'est ça le plus important dans cette histoire d'adénome. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure,
c'est vrai qu'en général, les polypes sont bien limités et les adénomes, on peut trouver des adénomes très bien limités, sans aucun problème. Donc là, c'est juste pour vous montrer, on peut avoir des petits vaisseaux à l'intérieur, vous voyez, alors que dans le cholestérolose, il n'y en a pas. Là, les trois images, c'est le même malade. Alors, what do you think? Qu'est-ce que vous pouvez poser comme diagnostic ici? Il n'y a pas de cône d'ombre. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous êtes devant ce malade, vous faites l'échographie, vous tombez sur ces images. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre compte rendu? Allô, allô. Dites, hein, vous dites ce qui vous tombe sur la tête, on va dire, et on va voir au fur et à mesure. Mais avancez. Bah déjà, si vous voyez, par exemple, cette image, si je vous dis que ce n'est pas adénoma versus cholestérolose. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça la question, docteur Charles. C'est toujours ça la question. Ouais. Alors, Abdelhakim, si on prend cette image-là, c'est vrai, on va dire cholestérolose. OK, non problème. Mais je vous ai dit tout à l'heure, attention, ça c'est facile. Regardez ça. Vous voyez? C'est pas une cholécystite, docteur Diakité. On a la paroi qui est fine. Vous voyez, la paroi, elle est fine, il n'y a pas de distension. Il n'y a pas les signes de cholécystite, non. Non, non. Mais attention, regardez cette formation énorme ici. D'accord? Alors, faut pas. Oui, on a une cholestérolose. Très bien. Oui, docteur Amardi. Là, c'est un processus tissulaire qui est assez important, qui infiltre la paroi. Parce que quand on fait l'échographie comme ça, on peut tomber sur des images, la partie de la vésicule qui est bien, on peut tomber sur des parois qui sont bien, il n'y a pas de problème. Et en bougeant, on peut tomber sur ça. Donc, si vous avez des polypes cholestéroliques, il ne faut pas s'arrêter à là, il faut voir au-delà. Et vous pouvez tomber sur des images pareilles. Il faut penser à un processus tissulaire. D'accord? Un processus. Regardez, il infiltre la paroi, il va. Et là, c'est la paroi antérieure qui est, ou supérieure qui est au contact du foie. Et on a dit, là, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de péritoine. Et donc, la propagation se fait assez rapidement, assez facilement avec le parenchyme hépatique. Il faut vraiment programmer le malade rapidement. D'accord? Et ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Ça aurait été bien si c'était présentiel. Mais le distanciel est bien aussi parce que ça nous permet de nous connaître l'un et l'autre, et donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? C'est un peu difficile, ça. C'est un peu. Mais déjà, si je compare avec, avec la paroi, là, on voit qu'il est hypoécogène par rapport à la paroi. C'est un début. Vésicule dupliquée, masse tissulaire, ouais. Adénome, oui. Alors là, ok, ben c'est la première question qu'on pose. C'est pas une vésicule dupliquée, c'est juste une vésicule qui est prise avec, voilà, on voit ici pratiquement tous les compartiments de la vésicule, ce qui est rare d'ailleurs. C'est une belle vésicule biliaire, il n'y a pas de duplication. Un petit infundibulum ici, mais rien de, c'est pas une variante. D'accord? Oui, ça, ce qui pose problème, est-ce que c'est un adénome, vu qu'il est plus hypoécogène que la paroi vésiculaire, c'est peut-être un adénome. On fait j'ai pas la. Où est-ce que j'ai mis là? Ok. Alors, oui, c'est peut-être un adénome. Donc, il faut mesurer, bien sûr. Il faut mesurer.
ça, il dépasse 10 mm. Donc là, indication à la chirurgie. S'il ne dépasse pas 10 mm, comme on a dit, il faut surveiller étroitement. Ça veut dire 3 mois. Donc, regardez, si on a une lésion caractéristique à l'échographie, ça veut dire de polype de cholestérol ou d'adénomiose, on ne fait rien. C'est une abstention. On ne fait rien. Polype cholestérol, adénomyomatose. Adénomyomatose, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas surveiller, il ne faut pas s'alerter, il ne faut pas opérer non plus. Si on tombe sur un polype adénomateux qui a moins de 1 cm, là, on fait la surveillance échographique, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque 3 mois pour voir s'il y a une croissance dans le volume de ce polype adénomateux. S'il y a une croissance, il faut opérer. S'il n'y a pas, il faut espacer la surveillance chaque 6 mois, voire 1 année, jusqu'à ce qu'on soit vraiment rassuré que c'est un adénome stable qui ne risque pas de dégénérer. Si on est devant un polype solide, entre parenthèses adénomateux, on appelle adénome, mais on ne sait pas, un polype solide qui est supérieur à 1 cm, c'est la cholécystectomie. Je réponds encore à Dr Mahed tout à l'heure. Et c'est encore la cholécystectomie, d'accord? Mais vous savez, ça veut dire dans ce cas, on suspecte quelque chose de douteux, de quelque chose de malin. Et donc, avant la cholécystectomie, pensez à faire un bilan d'extension. On va s'il n'y a pas une infiltration de la paroi, une extension vers parenchyme hépatique, les rapports avec les vaisseaux, avant d'envoyer votre malade au chirurgien. Voilà. Je ne sais pas si on arrête parce que ça va être un peu long. J'ai encore plein de cas. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça, vous pouvez continuer. Mais là, ça va être un peu lourd peut-être pour les gens. Je préfère qu'on retient déjà ces messages parce qu'il y a assez de messages. Oui, Charles, Jonathan, oui. C'est de la boue, c'est du sludge, effectivement, c'est facile. Juste pour montrer qu'on peut avoir du sludge sans avoir de cholécystite. La paroi est fine, il n'y a pas de distension, mais on peut avoir du sludge. Et quand on dit sludge, c'est de la boue, comme vous avez dit, c'est de la bile épaisse, mais attention, on peut avoir des microlithiases à l'intérieur et qui n'ont pas vraiment de condambre. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui donne le condambre, c'est la composante calcite. Et donc là, on peut avoir des microlithiases sans vraiment avoir de condambre. Donc on dit sludge, mais si on le trouve sur un terrain de pancréatite, ça peut expliquer très bien la pancréatite. D'accord? Ah yes, là, on a une cholécystite. On voit bien qu'il y a l'épaississement de la paroi antérieure. Il n'y a pas de distension, on a dit c'est pas grave, ok? Et qu'est-ce qu'on a ici? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est facile, hein, c'est facile. Rapidement. La question, est-ce qu'il y a? Ah oui, oui. Est-ce que vous préférez qu'on continue? De toute façon, je ne pense pas que je vais continuer parce que là, ça va être très lourd. Hein. Lithiase avec condambre, effectivement. Image hyperéchogène avec condambre, lithiase. Et j'ai remarqué, quand vous avez écrit lithiase au singulier. Et c'est ça la faute que je voulais que vous faites. Alors, c'est aussi un piège. Regardez. Là, quand vous avez cet aspect, retenez-le très bien, s'il vous plaît. Vous avez cet aspect, voilà, avec carrément une sorte de niveau. C'est un niveau comme ça, horizontal, pack, d'accord? Entre une formation hyperéchogène avec condambre et le reste, d'accord? Là, quand vous avez ça, attention, ce n'est pas une lithiase, ce n'est pas une macrolithiase, ce sont des microlithiases, plusieurs microlithiases. Là, vous pouvez dire vésicule biliaire microlithiase. Ce sont des microlithiases qui sont adossées l'une à côté de l'autre et qui font un niveau comme ça. D'accord? À la différence, je vais arrêter de toute façon, hein,
Voilà, à la différence d'une macrolithiase, regardez, on n'a pas l'aspect horizontal, c'est toujours un aspect arciforme. Vous voyez, c'est un aspect arciforme. Si vous avez un aspect arciforme comme ça avec un arc, là, on peut parler d'une macrolithiase. OK? Là, ce sont des microlithiases. Et la différence est incroyable. On sait que là, il faut opérer parce qu'il risque pancréatique, de migration, machin. Là, est-ce qu'il faut opérer ici alors, pour vous? Rapidement, et on finit sur ce cas. Est-ce qu'il y a une cholécystite ici? On va voir si vous avez bien capté les différents messages depuis tout à l'heure. Alors, on voit bien qu'il y a une distension. Il y a une distension ici, une grosse... et la paroi. Est-ce que vous voyez l'aspect de la paroi? Regardez, bien sûr, on va voir la paroi antérieure. Comment elle est, la paroi? Est-ce qu'on voit un aspect normal? On a dit la paroi est hyperéchogène. Depuis tout à l'heure, on était en train de voir, là, c'est une paroi hyperéchogène. Là, c'est une paroi normale, hyperéchogène. Et regardez ce qu'on voit ici. C'est une paroi qui est hypoéchogène. Ah oui. Et on a dit tout à l'heure, paroi hypoéchogène. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire, une paroi hypoéchogène? Attention, ça peut être une cholécystite gangréneuse. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Donc, deux messages. La part entre des microlithiases qui sont ramassées comme ça avec un sédiment et une seule lithiase arciforme. Oui, voilà. Je finis, il y en a plein, mais je finis. D'accord? Donc, j'arrête le partage. Voilà. On passe à... Non, ce n'est pas complet, il y en a encore plein. Il y en a encore plein de cas cliniques, on peut les voir peut-être une autre fois. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez qu'on reprenne des cas particuliers, on peut les reprendre. Si vous avez des questions, je vous laisse modérer. D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment didactique avec beaucoup d'exercices que je suis sûre que les confrères et consoeurs ont beaucoup aimé. C'était beaucoup plus une autre manière de nous enseigner les choses. Je pense que c'était, voilà. Un docteur a dit c'était très riche et super intéressant. Merci. Ben, c'est toujours comme ça quand il y a des cas cliniques et surtout quand c'est interactif. Oui. C'est en partie grâce à vous parce que quand il y a une présence qui est interactive, ça rend les choses toujours très intéressantes pour les deux. Et quand on a la chance aussi d'avoir un professeur qui est très didactique et qui est très succinct, on apprend beaucoup de choses en peu de temps. Voilà ce que je pense. Donc, je vais donner la parole aux confrères. Si vous avez des préoccupations, chers collègues, c'est le moment. Comme d'habitude, on va procéder à la méthode de lever de main. Il suffira juste que vous levez votre main, que je vous donne la parole et voilà, que vous posez votre préoccupation. Donc, voilà. Docteur Oumou, voilà. Diakité, merci de vous présenter, de dire d'où vous nous venez et de poser votre préoccupation. On va aller vite avec les questions. Merci beaucoup. Ok, bonjour, chers collègues, chers professeurs. Je me nomme Dr Oumou Diakité, médecin nutritionniste, écrivain et lecteur. Je voudrais bien avoir le record de la vidéo, si c'est possible. Merci beaucoup. D'accord. Nous vous en prions, docteur Oumou. Elle sera disponible, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez resuivre la professeure autant de fois qu'il vous faudra. Voilà. Donc, elle sera disponible. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser. Je pense que les questions sont difficiles à poser quand on a la chance d'avoir une séance interactive. Donc, je comprends la réaction de mes collègues. Mais je ne sais pas trop s'il y a des gens qui ont quand même des préoccupations. C'est vrai qu'on a répondu au fur et à mesure. Je regardais la discussion. Oui. Ouais, comme ça, c'était peut-être... Je suis désolée si j'ai un peu... Non, c'était super bien, par contre.
Vous n'avez En pas à tout être désolé, cas, puisque nous, on a aimé quand même. mais s'il y a toujours des questions même en dehors du webinaire, il faut juste contacter Madame Pascaline ou Monsieur Cédric et Oui. je me ferai une joie de répondre avec un grand plaisir. D'accord. Je ne sais pas. Voilà, il y a un docteur dont le téléphone, c'est Doi. Ah oui. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Merci de vous présenter et de nous dire votre préoccupation. Merci, docteur. Je remercie beaucoup, professeur, pour la présentation qui était riche. On en a beaucoup bénéficié. Ma question est la suivante. Au niveau de la cholécystite perforée, il y avait un peu du mal avec la connexion Internet. Donc, si professeur pouvait me faire un petit résumé par rapport à ça. Juste Pas bien entendu. Oui. Non, je ne sais pas si vous avez reçu le confrère en question. Je n'ai pas bien entendu la question. Je suis désolée pour la vésicule, pour la cholécystite perforée. C'est quoi la question exactement, pardon? La question était est-ce que vous pouvez me dire juste l'essentiel sur la cholécystite perforée parce que au niveau quand on était au niveau de la cholécystite perforée, oui. J'avais eu un bug de connexion Internet, donc je n'avais pas entendu. Ah oui, d'accord. Oui, je vois très bien, oui. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. En tout cas, c'est très simple parce que alors, je peux vous dire, on a parlé un peu de la perforation dans les deux versants, soit dans le versant péritonéal, soit dans le versant. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bien sûr. Non, j'ai pas partagé. Désolée. Vous n'avez pas encore partagé, oui. Ah oui, désolée, voilà. Oui, là, voilà. c'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. Alors, en fait, je vais reprendre parce que c'est important. Alors, vous voyez, là, il y a la vésicule biliaire. D'accord? Et vous avez la face supérieure ici, qu'on appelle le versant hépatique, et la face inférieure qu'on appelle le versant péritonéal, parce qu'il donne sur la cavité abdominale. Et donc, cette face inférieure, elle est tapissée par le péritoine. Par contre, cette face-là, elle ne l'est pas. D'accord? Et donc, ce qui fait que quand on a une perforation ou une inflammation, ou une infection, ou une tumeur, elle va se propager rapidement dans le versant hépatique, puisqu'il n'y a pas de péritoine qui fait un peu la défense, on va dire, de ce versant. Alors qu'ici, la perforation se fait très rarement et la propagation se fait plus lentement, parce que ce péritoine, il joue un rôle d'amarrer un peu ce processus, vous voyez. Et en général, quand on a une perforation ici, on peut avoir un tableau bruyant de péritonite biliaire, ok, mais le plus souvent, on a les anses qui vont converger vers cette perforation et vont faire une sorte de plastron vésiculaire. D'ailleurs, ça se dit ce terme quand on a les anses qui vont vers la vésicule biliaire, on appelle ça un plastron vésiculaire. Et quand vous voyez les anses qui vont tous partir vers la vésicule biliaire, il faut penser à la perforation même si on ne la voit pas. Parce que c'est difficile à la voir en échographie. C'est vrai que quand on a des cas pareils, c'est simple. Des fois, c'est des petites perforations comme ça. Vous voyez? Et ça donne une inflammation qui va durer très longtemps avec une douleur assez sévère, d'accord? Mais qu'on n'arrive pas à voir facilement en échographie. Je vous donne juste des signes pour arriver à suspecter quand même cette péritonite. Si vous avez le plastron vésiculaire, c'est comme pour le plastron appendiculaire finalement, cet aspect de convergence des anses vers le foyer inflammatoire, comme pour le contenir, vous voyez. C'est la même chose se passe au niveau de la vésicule biliaire. D'accord? Et bien sûr, quand on a une perforation sur une cholécystite, parce que cholécystite, c'est inflammation et infection de la paroi, vers le versant hépatique, on a souvent la présence d'abcès ici, d'abcès hépatique.
ça veut dire des fois, si vous avez des abcès hépatiques en regard de la vésicule biliaire, même si je ne vois pas de perforation, il faut la chercher. Donc, il faut justement faire cet exercice et pouvoir le trouver. Ça va? Il y avait d'autres questions sur la discussion. Hein, j'ai vu d'autres questions. J'arrête le partage. Ça va? J'espère que j'ai répondu à la question de Doi. Alors, docteur Doi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Êtes-vous satisfait de la réponse du professeur? Oui. D'accord. Merci à vous. Super. Je vous en prie, chers confrères, si vous avez des préoccupations, s'il vous plaît, levez la main et puis posez-les directement. Parce que pour aller les chercher, c'est compliqué. S'il vous plaît, professeur, je veux savoir devant une suspicion d'une angiocolite. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire en première intention? Échographie hépatobiliaire ou scanner abdominal, s'il vous plaît? Le premier examen à faire, c'est l'échographie. C'est l'échographie. Le scanner, on le fait pratiquement pas ou dans quelques rares cas où on doute pour chercher d'autres signes. C'est l'échographie. Il n'y a pas en matière de pathologie hépatobiliaire, c'est l'échographie d'abord et après c'est l'IRM. Mais le scanner n'est pas vraiment très, il donne pas de bons, c'est pas la bonne indication en imagerie hépatobiliaire. Voilà, docteur Mahi, je pense que j'ai répondu. Ok, merci professeur. On va donner la parole à docteur Benaïssa Touati. J'espère que j'ai pas mal prononcé ni votre nom ni votre prénom. Bonsoir docteur. Est-ce que le docteur est avec nous? En attendant qu'il nous réponde, il y a une autre question. Priez de nous éclairer. Vous m'entendez, c'est docteur Benaïssa Touati. Oui, bonsoir docteur. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Vous nous venez de quel pays? C'est de l'Algérie. D'accord. Nous vous écoutons. Donc, ma question est au professeur, bonjour avant tout. Est-ce qu'on peut voir ou trouver des images de polypes adénomateux infiltrant ou invaginant le versant hépatique? Oui. Ah oui. Justement, si on voit des polypes adénomateux qui invaginent justement, qui infiltrent plutôt, qui infiltrent la paroi vésiculaire ou qui infiltrent le versant hépatique, là, il faut se dire que même s'il a moins de 10 mm, il faut l'opérer parce que c'est un signe, on va dire, l'infiltration est un signe très évocateur d'une malignité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand on dit polype, il faut dire est-ce que c'est un polype adénomateux ou polype cholestérolique. C'est un comportement. Mais même s'il est inférieur à 10 mm, et merci beaucoup pour cette question parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans ce que je disais, alors que c'est quelque chose de très, très important. Quand on a l'infiltration, même si c'est petit, même si c'est inférieur à 10 mm, c'est une indication chirurgicale. Ah oui. Merci beaucoup, Dr Benaïssa Touati. Merci. Oui, bon, je suis un simple généraliste. Quelle différence pour des images infiltrantes ou images invaginantes? Il y a une différence? Alors oui. Je vous ai montré tout à l'heure l'adénomyomatose. Oui. Justement, je vais partager mon écran, d'accord, pour revenir parce que c'est très important. Voilà. Et on ne dit pas simple généraliste, vous savez, les généralistes, c'est un travail fou qu'ils font. Et heureusement, quand on a un bon généraliste, on est vraiment très, très rassuré. Regardez ce que voilà, regardez. Là, par exemple, on a la paroi normale, vous voyez.
Et là, quand on Oui. parle d'invagination, ça veut dire qu'on a l'invagination de l'épithélium dans la musculeuse, mais c'est un épithélium qui est sain et c'est une musculeuse qui est saine. Il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de polype, il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de formation tissulaire qui infiltre. Là, c'est une invagination des structures. Vous savez, quand on parle invagination intestinale, c'est un segment intestinal qui rentre dans l'autre. Mais pas forcément tumoral ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'invagination, c'est le même style. Ça veut dire que c'est l'épithélium sain qui va s'invaginer dans la musculeuse. Comment on fait la part des choses? Là, parce que quand on parle d'invagination, on est plutôt dans l'adénomyomatose. Il n'y a pas d'autres, comment dire, il n'y a pas d'autres pathologies qui vont faire ces invaginations. Je peux vous dire tout simplement, regardez la paroi ici, comment elle est. Vous voyez la couche externe, elle est safe, il n'y a pas de problème, vous voyez. Alors que dans l'infiltration tissulaire, on ne va plus voir ces différentes couches. On ne va plus les voir. Les fractions. Cassure. Exactement, voilà, exactement. C'est vraiment une infiltration, ce n'est pas une sorte d'invagination. Et quand on dit invagination, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, ces petites cavités-là, c'est ce qu'on appelle les sinus d'Askov, Rokitansky-Askov, d'accord? Et c'est une sorte de cavité où il y a un piégeage d'air. Pas d'air, pardon, il y a un piégeage d'ultrasons. Et ça donne ces fausses images d'air, ces artefacts dont on a parlé tout à l'heure avec des spots hyperéchogènes et tout. Donc, invagination va donner des cavités, des sinus de Rokitansky, Askov, qui vont piéger les ultrasons, qui vont donner ces fausses images. Alors que l'infiltration, non, c'est du tissu qui va infiltrer, qui va, comme vous avez dit tout à l'heure, une infraction de la paroi complète. J'espère que j'ai répondu à votre question, Dr. Touessi. Oui, merci. Merci à vous pour la question. OK. Il y avait une question dans le chat. Priez nous éclairer plus sur les indications chirurgicales devant la pathologie de la vésicule biliaire. Wow, c'est une question qui mérite toute une séance. Je ne sais pas qui l'a posée, je vais voir. Alors, Dr. Mahi, ok. Parce que depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, que ça soit une cholécystite aiguë, c'est une indication à la chirurgie. Une cholécystite gangréneuse est une indication à la chirurgie. Une cholécystite perforée est une indication à la chirurgie. C'est juste que les délais diffèrent en fait. Quand on a une gangréneuse, une perforée, il faut faire vite, vite, vite. C'est le warning, d'accord? Les adénomes, quand on a vu tout à l'heure, je pense que j'ai mis un petit... voilà, je vous voyais là, polypes solides supérieurs à 1 cm, cholécystectomie. Les polypes inférieurs à 1 cm, mais qui évoluent dans le temps, c'est aussi une indication à la cholécystectomie. Voilà, c'est... on n'opère pas une adénomyomatose, on n'opère pas des polypes cholestéroliques. Voilà, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vu parce qu'on fait l'échographie au service du chirurgien finalement et du gastro. Voilà, docteur Mahi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si le docteur est avec nous, s'il nous reçoit. Je pense qu'elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas l'audio, c'est pour ça qu'elle ne parle pas. Mais elle écrit, c'est bien. Elle était... OK. D'accord, je ne sais pas s'il y a d'autres confrères qui ont des préoccupations. On va attendre quelques petites secondes pour voir s'il y en a encore qui ont des préoccupations.
Bah, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les recueillir et je ferai une choix Ok. Docteur, je pense que c'est docteur El Madir. Vous avez la parole. Ilham, vous pouvez parler. Docteur El Madir, est-ce que vous êtes là? Vous avez la parole. Pourriez parler. Oui, bonjour. C'était un réel plaisir de vous suivre, professeur, même si j'étais au volant. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous interagir avec vous en direct. C'était en fait, vous avez répondu clairement à ma question, merci beaucoup, même si je sais qu'elle fait le tour de toute la pathologie, parce que parfois on se perd devant les indications chirurgicales, parce que généralement on voit des lithiases simples, mais auxquelles on pose les indications chirurgicales. Donc, voilà, c'est surtout ça. Donc, en absence de signes de cholécystite et devant une image simple de lithiase, quelle est la conduite à tenir qu'on doit quand même, nous, généralistes, qu'on doit quand même avoir? Merci. Merci, professeur. Merci, Dr. Al-Mardi. C'est une question très importante parce que c'est la question de tout le monde, que ce soit médecin ou malade. Quand on tombe sur une vésicule biliaire avec une lithiase, sans qu'il y ait une cholécystite, une lithiase simple, une grosse lithiase simple qui est à sa place, qui ne risque pas de migrer, il y a toujours cette question, est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il faut opérer cette lithiase? La réponse, c'est on n'opère jamais une image. C'est que si la lithiase est symptomatique, c'est une indication à être opérée. Si la lithiase est asymptomatique, en général, on ne court pas pour l'opérer. Ça veut dire qu'on peut patienter, qu'on peut laisser un moment, ce n'est pas une urgence. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour l'explication. Je ne sais pas s'il y a d'autres confrères, je vais encore patienter quelques secondes. Il y a une question sur OK. Hydrocholécyste. Serait-il une indication chirurgicale? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par hydrocholécyste? Je ne sais pas si le docteur peut prendre la parole. Docteur Mouindo. Je ne sais pas trop s'il peut prendre la parole pour expliquer. Merci à vous, docteur Mardi. Ah oui, d'accord, ok. Bah, parce que hydrocholécyste, je ne sais pas ce terme, je l'utilise vraiment jamais, hydrocholécyste. Je vois de quoi vous voulez parler, peut-être par analogie à ce qui se passe dans le. Ah non, bah, hydrocholécyste, je vais vous dire. Je vois de quoi vous voulez madame. parler. Oui. Il y avait quelqu'un qui a parlé, je pense. Bon, je il y a quelques instants. Oui. Je continue pour Mouindo, d'accord, pour Dr Mouindo. Oui, est-ce que je peux intervenir? Ah oui. Docteur Bellet, vous pouvez patienter juste un tout petit peu. Le professeur va répondre au docteur Mouindo, puis après, vous avez toute la parole. Alors, pour l'hydrocholécyste, je pense que vous voulez dire une distension de la vésicule biliaire sans qu'il y ait de lithiase et sans qu'il y ait un épaississement de la paroi vésiculaire. Sincèrement, est-ce que c'est une indication chirurgicale? Je vais dire le même raisonnement que tout à l'heure pour Dr Mardi. Ça veut dire qu'on n'opère pas une image. On ne va pas opérer juste parce qu'il y a une distension de la vésicule biliaire sans qu'il y ait un épaississement et sans qu'il y ait une lithiase ou quelque chose qui bloque.
parce que qui dit distension de la vésicule biliaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du collet. Et en général, il faut chercher, il faut trouver. Mais donner le diagnostic hydrocholéciste comme ça, je trouve que ce n'est pas complet et que ce n'est pas suffisant pour faire une indication chirurgicale, Dr. Moindo. Que l'hydrocholéciste tout seul comme ça, c'est vraiment pas suffisant pour vraiment donner une indication chirurgicale correcte. Voilà, Dr. Mohindo. Oui. Oui, il y a Dr. Belaïd Pascaline. Oui, madame. Avec plaisir, vous pouvez prendre la parole, Dr. Belaïd. Oui, merci à vous d'avoir nous présenté cette présentation. J'ai pas assisté dès la première heure. Je viens d'entrer. Donc, je suis un chirurgien. Juste pour intervenir concernant l'indication chirurgicale de vésicule biliaire qui renferme une lithiase. Donc, maintenant, on n'opère que les vésicules biliaires symptomatiques. Donc, il faut bien sûr, s'assurer qu'elle est symptomatique, c'est-à-dire une colique hépatique, une douleur au niveau de l'hypochondre droit ou bien au niveau de l'épigastre, donc avec des vomissements. Donc, c'est une douleur qui irradie en postérieur ou bien en bretelle. Donc, il faut vraiment insister sur le patient qu'il a la symptomatologie d'une colique hépatique. C'est ça. Donc, même on opère d'autres, par exemple, une vésicule biliaire en porcelaine, une macro calcul, donc plus de 10 mm. Donc, on opère aussi certains, effectivement, les polypes plus de 1 cm. Donc, c'est ça généralement les indications chirurgicales. Et même les patients, qu'on les opérait pour, par exemple, pour des greffes d'organes ou autres. Donc, même s'il est asymptomatique, on l'opère. C'est ça. C'est les indications de la cholécystectomie. Merci. Merci à vous. Merci à vous, docteur. Mais vous ne nous avez pas dit d'où vous nous venez. De l'Algérie, CHU de Tlemcen. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Merci beaucoup, Dr. Belaïd, pour ces précieuses informations. On n'a pas fait beaucoup d'autres cas cliniques qui manquent, mais c'est vrai qu'il y a aussi la forme de cholécystite où il n'y a pas de lithiase, qu'on voit souvent chez les patients immunodéprimés qui sont en lit de réanimation, qui sont alités pendant longtemps. Et souvent, quand on opère ces malades, leur état s'améliore d'une manière spectaculaire, comme quoi des fois des cholécystites alithiasiques peuvent être opérés et sauver un malade de la réanimation, par exemple. Et c'est souvent le cas de malades de réanimation, d'ailleurs. Je ne sais pas, Dr. Belaïd, si vous avez déjà des cas pareils. On n'en voit pas beaucoup quand même, mais quand on tombe sur des cas pareils, on voit le changement spectaculaire de ces malades. Vous avez déjà opéré des malades comme ça? Généralement, on n'opère pas les cholécystites alithiasiques dans notre service, mais effectivement, il y a des indications par exemple, la cholécystite, c'est une complication de la vésicule biliaire, c'est-à-dire on opère soit qu'une vésicule biliaire compliquée, une cholécystite. Donc, effectivement, j'ai lu dans un article, donc il y a des indications des cholécystites alithiasiques, mais on n'opère pas dans notre service des cholécystites alithiasiques généralement. Même s'il s'agit de malades dans la réanimation, par exemple. Moi, j'ai vu des cas comme ça en réanimation qui ont bien évolué. C'est vrai que scientifiquement, on ne doit pas le faire, mais
Je parle juste d'un constat que j'ai vu comme ça dans l'expérience. Je sais pas, je dois vérifier cette question. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question. Merci. Très bien. Merci en tout cas, c'est très passionnant d'avoir une discussion pareille. D'accord, on a dépassé de loin le temps. Je pense qu'on a fait 2 heures finalement au lieu d'1 heure. Mais c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un professeur aussi didactique. Merci beaucoup, merci. Je vous dis à la prochaine alors. Oui, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps. Et bonne soirée à tout le monde. On espère vous revoir très bientôt. Merci. Merci à vous aussi.